tous, bienvenue, nous sommes lundi et lundi vous avez l'habitude sur le stream.fr et aussi sur la chaîne YouTube First Team que nous sommes en direct, nous allons parler des NBA. Cher Erwan, comment tu vas? Ça va très très bien, j'ai passé un très bon week-end où j'ai évidemment célébré ton anniversaire, 29 ans. Et on en profite d'être avec nos amis en direct pour te souhaiter un bon anniversaire. Merci à tous, vous avez été très nombreux à me souhaiter mon anniversaire, c'est toujours très agréable de te sentir aimé par autant de gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît quelque part aussi. En tout cas, merci à tous, salut, on vous voit dans les commentaires, vous arrivez en toute tranquillité. Nous avons donc 1 heure de NBA pour parler de plein de sujets, mais avant de vous donner les thèmes du jour, on vous fait une petite annonce, puisque demain soir, nous serons en direct sur le stream.fr. Et pour une très bonne émission que tu as programmée, Erwan, que tu as prévue. J'ai prévu plutôt que programmé. Il y en a d'autres où c'est leur métier qui le font très bien. Demain, sur le stream, donc à 20 h en live, on fera un quiz spécial Nike Air Max. Et soyez bien avec nous. Soyez bien avec nous. 1h30 de quiz autour de la fameuse sneakers dessinée par, je ne dis pas parce que ça fera partie des questions de demain. J'ai déjà la réponse. Mais voilà, il y aura aussi plein de choses à gagner, notamment 6 mois de Air Max à gagner. Donc voilà, ça fait pas mal de chaussures. Donc ça ne veut pas dire que vous en allez avoir une tous les jours. Mais en tout cas, il y aura pas mal de lots autour de la Nike Air Max à gagner. Donc soyez bien avec nous. Demain, 20 h sur le stream, ça va être très sympa. Et tu seras dans une des équipes. Tout à fait. Donc si vous aimez les Mephisto, vous pouvez venir aussi parce qu'il y a 2 ans de Mephisto à gagner. Mais ça, c'est pour Max Manaman. Ça ira bien avec son flow, les Mephisto. Voilà, Max Manaman, Max qui est dans... Avec ses treillis beige, c'est parfait. Max, hop, voilà, une petite banderie pour toi. Bref, aujourd'hui, donc nous parlons de NBA. Nous avons 3 sujets à vous proposer. Le premier, c'est Joel Embiid et les Sixers. Est-ce que Joel Embiid ne serait pas l'arme fatale de la conférence Est hier à Milwaukee? Eh bien, ils l'ont bien senti, le Camerounais. Ensuite, on fera le 5 majeur de la saison. Il reste une grosse dizaine de jours, de matchs, pardon. Je vois que Max, dans les commentaires, qui a pris cher. Qui sème le vent. Donc, le 5 majeur de la saison, on vous l'a concocté. On pourra en discuter poste par poste. Et puis, on finira avec qui est le meilleur 6e homme de tous les temps. Alors, il y a une liste longue comme ça, on sortira évidemment les gens les plus intéressants et les plus performants. Ça te va, Erwan? Et le meilleur surtout, c'est quand même le but. Et le meilleur, je pense qu'ils jouent à Boston. Enfin, ils sont plusieurs à Boston. Bref, Erwan, t'es parti, c'est bon? C'est bon, très chaud. T'es prêt pour la bagarre? C'est parti. Octogone. C'est parti, on parle des Sixers. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Les Sixers, hier, se sont imposés sur le parquet de Milwaukee 130-125 au terme d'un match magnifique. Un duel de la conférence Est, comme on en fait plus ces derniers temps, si en fait il y en a énormément toutes les semaines. On va surtout se focaliser sur un homme, Joel Embiid, qui hier soir, avec ses 40 points, a écrasé la défense des Bucks. Regardez ses stats, 15 sur 31 au tir, 40 points, 15 rebonds, 6 passes. Alors moi, je te pose la question directement, est-ce que ce gars-là est inarrêtable dans cette conférence Est? Le sera-t-il en play-off? On en parlait jeudi parce qu'on a fait le focus donc, de cette belle affiche de la conférence Ouest, de la conférence Est sur laquelle on n'a pas été déçu. Et moi, j'ai quand même la sensation, et c'est ce qu'on disait déjà, que Joel Embiid cause énormément de problèmes aux défenses adverses. Et à cette bonne défense des Bucks, on sentait... Il y avait Brook Lopez. On sait que quand il a des problèmes de faute derrière, ça manque un peu de viande. Et on l'a encore vu hier. Et en plus, quand notre ami Joel Embiid alterne post-up et jeu au large, ça devient très compliqué. Moi, je reste persuadé que c'est... Oui, LeBron est parti, alors il va pas... Joel Embiid ne règne pas encore sur la conférence Est comme LeBron a pu le faire. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une arme très compliquée à défendre. On l'a vu hier avec la meilleure équipe de l'Est qui s'est quand même inclinée à domicile. Qui s'est inclinée à domicile au terme d'un match vraiment somptueux. Si vous ne l'avez pas vu en direct, c'était à 20h30. 20h30. C'était à cheval avec le Classico. On ne dira pas qui a gagné encore une fois, parce que ça fait 7 ans que l'OM n'a pas gagné contre le PSG. Bref, hier, j'ai vu plein de trucs dont je voulais absolument te parler. Alors, d'un côté, il y a Yanis qui met 52 points encore en carrière, qui a été magnifique, et on pourra en parler 10 secondes. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, on en a un peu parlé jeudi dernier, c'est comment défendre sur Joel Embiid. Alors, on va se positionner à la fois chez les Bucks, à la fois chez les Celtics et à la fois chez les Raptors, parce que chaque équipe a des armes différentes pour défendre. Moi, je rêve en tout cas d'avoir un Milwaukee-Philadelphie en finale parce que tu sens qu'il y a une animosité entre les deux équipes. Quand Ben Simmons se prend un dunk sur la tête par Yanis qui lui dit « the baby enfin, qui lui rend derrière. Ouais, voilà. Non, mais qui lui rend derrière, ça fait partie de ces petites rivalités qui peuvent nous amener au top niveau, au moins dans l'émotion entre ces deux équipes-là. Donc, clairement, ça marche. Non, mais ça marche, on est d'accord, Erwan. Ah oui, mais moi, hier devant le match, le truc que je me suis dit, si ces deux-là se retrouvent en finale de conférence, c'est pas désagréable. En même temps, au pire, ils se croiseront en demi-finale et on prendra aussi. Hein. Absolument. Donc, comment défendre sur Joel Embiid? On en a un peu parlé hier. Alors, si Brook Lopez, certes, un arbre de 2,20 m, de 125 kg, des bras immenses, mais peu de mobilité, et surtout latéralement très compliqué pour lui, on voit les stats de Joel Embiid, qui sont évidemment des stats de MVP, hein, comme on pourrait l'appeler, eh bien, en fait, tu te rends compte que
ni le grand Babac, le grand Brook Lopez ne peut défendre sur lui, ni les petits gabarits de cette équipe de Boston, des Bucks. Et donc, du coup, tu te retrouves avec quelqu'un qui est inarrêtable en face. Et tu as parlé du large, tu as parlé du drive. Et il fait beaucoup de. Tu vois, cette feinte-là, et il part pour le drive. Surtout qu'hier, on va prendre 13 tirs à 3 points, ce qui est, pour moi, énorme. ce qui est un peu trop. C'est énorme. Il gagne. Bon, bref, mais dans la durée, je crois qu'il faut que ça reste quelque chose d'assez exceptionnel, que Joel Embiid prenne plus de 6-7 tirs à 3 points sur un match. Il faut que ça reste exceptionnel. Maintenant, moi, hier, où je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est une vraie galère, c'est quand il fait danser Yanis. Parce qu'à un moment donné, je me dis, bon, déjà, sur le post-up, il est inarrêtable. Il va un peu au large et qu'il commence à faire des 1. Je fais, ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, ça devient complètement inarrêtable. Et c'est un petit peu ce que Steph nous avait dit aussi avec James Harden, qui est dans un profil complètement différent. Je crois qu'au bout d'un moment, ces mecs-là, quand ils ont la balle en main, c'est panier, à chaque fois. Donc, ce qu'il faut faire, il faut leur faire lâcher la balle et se faire punir par d'autres. Alors, c'est la vérité d'un match. Je ne pense pas qu'un Embiid tournera 40 points par match sur la fin de saison et encore moins sur les playoffs. Mais je crois vraiment que quand il est dans des états comme ça, il faut le couper de la balle. Il faut venir doubler, il faut passer devant et venir doubler vraiment. Alors, lorsqu'il est sur le post-up, toi, tu dis carrément que l'ailier à l'opposé vienne faire prise à 2 complet et faire l'impasse sur les joueurs autour. Pas côté ballon, évidemment. Après, on sait qu'il y a des mecs comme J.J. Redick. Après, ouais, mais. J'ai dit à l'opposé. Oui, à l'opposé, ouais. Après, quand il y a J.J. Redick, Tobias Harris, Jimmy Butler. Ouais, mais au bout d'un moment, le problème, c'est qu'hier, tu te dis, OK. On reste sur le match-up en 1 contre 1, il te détruit. Donc après, c'est la vérité d'un match d'hier. Peut-être que après, on sait qu'Embiid est aussi capable des fois de passer au travers et d'avoir des pourcentages bien plus dégueulasses de ce qu'il a fait. Mais quand hier, il est comme ça, et ça se sent tout de suite qu'il a envie. Et on l'avait dit jeudi, c'est une équipe de caractère, c'est une équipe de coups. Les Sixers, emmené par ce Joel Embiid qui est un expressif, et c'est un mec, et je pense que Philadelphie, ils sont là à Milwaukee en se disant on va gagner là, on va montrer qu'en playoff, on va pas être bon à prendre. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'ils ont gagné et en plus, ils ont clinch leur place pour les playoffs. Moi, je crois que quand il est dans des soirs comme ça, il faut le couper de la balle. Fais-toi punir par d'autres. De toute façon, c'est choisir son poison. Mais quand il est comme ça, c'est inarrêtable. Donc, c'est la seule chose. Là, quand je regarde le banc, par exemple, la seule chose, ou le marbré, parce qu'on sait que c'est un peu une bouche, qu'il est capable de sortir de ses matchs par moment. Il faut que tu envoies une espèce de soldat. Ils ont perdu, comme il s'appelle, le pivot qui était. John Henson Non. Ton Maker, qui aurait pu être ce mec-là que t'envoies, bam, tu lui mets 2 marbrages, tu laves 2 fois la main, et on sait que ça peut l'énerver un peu parce qu'il peut sortir de ces matchs-là. Je regarde hier, on continue à parler de la défense sur Joel Embiid hier soir. Donc, lorsque Brook Lopez n'est pas sur le terrain, le seul intérieur qui sort du banc, c'est Ersan Ilyasova. Pogazol n'a pas joué hier soir. Si, il y a DJ Wilson aussi, mais dans un profil. Un vrai poste 4, assez léger pour défendre. Et au large, ouais. Donc, ils sont forcément battus. Et c'est intéressant dans la construction de toutes les équipes de l'Est, comme on a vu pendant la dernière trade deadline, comment les équipes de l'Est se sont toutes observées le top 4, hein, même si Boston est 5e avec Indiana. Mais comme les équipes sont observées, sont un petit peu ajustées les uns aux autres, notamment les Bucks, mais finalement, la seule équipe qui a la vraie arme anti-Embiid, c'est Boston. Absolument, on va y aller dans 30 secondes. On peut revoir, s'il te plaît, on revoit ces magnifiques images tournées à Miami par notre ami Amérique Parker. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, sa page Instagram, son compte Instagram qui fait des images incroyables. C'est frais, tu cher, ça s'appelle Fraîcheur, voilà. Absolument, tout ça. Vous nous dites dans les commentaires si vous pensez que les Bucks, en playoff sur une série qui pourrait s'étirer en long, sera capable de défendre sur Joel Embiid. Polo, tu peux mettre, s'il te plaît, le tableau de Joel Embiid quand il est sur le terrain et lorsqu'il n'est pas sur le terrain. On va voir l'impact qu'il a sur son équipe. On ne va pas découvrir maintenant qu'il est très important pour les Sixers. Hein. Non, mais il est très important et j'ai l'impression que c'est encore un jeune joueur qui est en train d'évoluer et qui est en train de venir. On sait que maintenant, la différence entre les grands joueurs et les très très grands joueurs et les superstars, c'est il y a à faire des stats et puis il y a emmener son équipe avec lui. Et ce qu'il fait hier, j'ai l'impression qu'il est quand même dans une évolution de patron. C'est lui la franchise. Et il le sait, il l'assume, il a envie de ça. Et hier j'ai vraiment eu l'impression de me dire, mais il est encore très jeune, je fais comment ça va être la suite pour défendre sur ce mec-là. Il a que 25 ans. Et quand tu parles d'impact, on voit évidemment des joueurs, souvent ce sont des arrières, je pense à Devin Booker, je pense à ce genre de joueurs qui sont très forts individuellement, mais qui n'arrivent pas à faire gagner des matchs. Alors oui, dans la conférence Est, mais la réalité c'est que dès ses premiers pas en NBA, il a fait gagner des matchs aux Sixers. Tu vois, on parlait de trust de process, blablabla, mais dès qu'il a commencé à jouer, on se dit, putain, en fait, ils ont bien fait de le prendre et de lui laisser les 2 saisons blanches qu'il a dû subir. 2,5 même, on peut dire. Ouais, voire 2,5. Parce que quand la troisième qui joue, il joue à peine une trentaine de matchs. L'année dernière, je sais plus combien, mais plus beaucoup. Vous pouvez nous dire dans les commentaires, je suis persuadé que vous avez le chiffre exact. On enchaîne sur les autres choses. On a vu à quel point il est fort contre les Bucks. C'est un peu ma crainte, hein, juste pour répondre à cette question. J'ai peur que les Bucks n'aient aucune arme pour défendre sur Joel Embiid. C'est ce que jeudi on a dit,
le poste 5 pour défendre sur le poste 5 quand Brook Lopez est souvent struggle au niveau des fautes. Eh ben, derrière, ça va manquer un petit peu de viande. Et hier, c'est clairement ce qui s'est passé. C'est clairement ce qui s'est passé. Brook Lopez a été emmené au large. Il a fait quelques fautes. Il finit à combien de fautes? Notre ami 5 fautes, tu vois. Alors oui, mais toujours se tire à 3 points. Mais au bout d'un moment, il faut en mettre des mecs. Et ils ont pris Pogazol, c'est bien. On Mais verra qui joue c'est d'abord. pas des mecs comme Pogazol qui vont s'opposer à Joel Embiid. Il leur faut vraiment une espèce de, pas forcément un talentueux, mais un espèce de boucher charcutier que tu payes en ticket restaurant, mais qui va au moins. Aaron Baines, Ouais, voilà, des mecs comme ça, quoi. Voilà. Après, il y a une réalité aussi, tu vois, on en a parlé jeudi. Un peu dur avec Aaron Baines, qui est un bon joueur de basket quand même. Ok, un bon joueur de basket, mais bon, aujourd'hui, Oui. c'est pas Oladipo, hein, quand même. Non. Il y a aussi une réalité, tu vois, c'est qu'hier, il y a Giannis qui met 52. Je s'appelle Giannis. Appelle le Janine, hein, tant qu'à faire. Giannis Antetokounmpo, qui donc hier met 52 points. Et tu vois, on se posait la question de qui prendrait l'avantage dans l'ultra-domination de son équipe. Hier, c'est Joel Embiid parce qu'il est bien entouré. Mais Giannis, ils n'ont pas d'armes non plus pour défendre dessus. Juste après le match, Giannis disait « Je préfère que ce soit Ben Simmons qui défende sur moi parce que je peux l'enfoncer et lui mettre des gros dunks. » Alors que Joel Embiid, encore une fois, lui, physiquement, peut s'interposer à ce bon vieux Giannis. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Moi, indéfendable, notre ami, clairement. Et là, on revient aussi pareil sur un autre souci. Maintenant, j'ai l'impression que moi, les Sixers, ils se sont dit, vas-y, tue-nous. Enfin, on va te laisser. Et les autres? Et les autres, on va essayer de les réduire. C'est ce qu'ils ont un peu fait, même si Mirotic, même si Middleton sort plutôt un bon match. Mais derrière, après, c'est un petit peu plus dur. Et puis surtout, on est sur un pourcentage à 16 sur 50 à 3 points. Ils mettent quand même 125 points. Ils mettent 125 points, certes, parce que Giannis en met 52. D'accord. Mais moi, la stat, on sait que cette équipe-là, c'est une des équipes qui, cette année, a évolué, qui est l'une des équipes qui tire le plus à 3 points en volume, qui en met le plus. 16 sur 50. Et on l'a déjà dit cette saison, les playoffs se rapprochent. Les mecs, ils sont pas fous. Ils se disent, OK, Giannis met en 52. Par contre, les mecs derrière, punissez-nous autour, on va voir. Et on sait que c'est là-dessus qu'il faut les pousser. On sait que c'est là qu'il faut les pousser. Alors peut-être qu'ils mettront les tirs. On rappelle aussi que les Bucks ont perdu Michael Brogdon, qui est un rouage essentiel de ce collectif des deux côtés du terrain. Il va rater Michael Brogdon, il va rater la fin de saison régulière et le début des playoffs. Et ensuite, il va falloir se réathlétiser. Il faudra voir s'il arrive en forme pour les grandes joutes et ça va arriver dès les demi-finales de conférence. On avance. J'ai vu dans les commentaires, Marley a dit il a joué 31 matchs il y a 2 ans et 63 matchs l'année dernière, le bon vieux Jojo. Donc il augmente et cette année, il joue de manière tout à fait normale. Oui, Erwan. Giannis, 52 puntos sans shoot à mi-distance. Il a mis un joli 3 sur 8 à 3 points. Ouais. Il a sanctionné, il a eu envie de sanctionner. Quand Embiid était sur lui, il a clairement dit vas-y, shoot-moi sur la gueule. Et il l'a sanctionné. On enchaîne avec les autres équipes qui vont devoir se coltiner ce bon Jojo Embiid. Et on va directement aller à Boston. Boston qui a, jusqu'à preuve du contraire, l'arme fatale pour défendre sur Jojo Embiid. Et c'est Horford qui, l'année dernière en playoff, a montré qui était le patron. En playoff l'année dernière, le premier match de la saison aussi. Chaque fois qu'il y a des avantages, il y a des confrontations. C'est vrai que Horford, par l'expérience, certainement par sa science de la défense. Et son profil aussi. Hein. Parce qu'on parle de son expérience, c'est une réalité. Mais c'est vrai il est assez grand, c'est-à-dire qu'il ne fait pas 2,03 m. Il est très rapide. Tu vois, il se déplace très bien. En fait, il a un sens du timing incroyable. Il peut aller le prendre au large. Il est bon sur le post-up sur lui. C'est vraiment le défenseur parfait pour jouer à Embiid. Maintenant, moi je dis que Horford est quand même. Je le vois plus évoluer. Je pense qu'il est à son prime. Oui, alors que Joel Embiid est quand même, lui, dans une évolution. J'ai aussi envie de voir cette confrontation en play-off. Mais je sais que quelque part, psychologiquement, l'avantage, et même Embiid le sait, clairement, l'avantage est côté Celtics et côté Horford. L'avantage psychologique est clair. C'est vrai qu'on sent qu'il y a de l'ascendant parce que Joel Embiid a l'habitude de tailler tout le monde, dès Drummond en premier. Alors Horford, pour l'instant, il a un grand respect. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment être son Détroit Pistons? C'est-à-dire que lors de ces jeunes années, eh bien, il se fait régulièrement battre par la même équipe, par les mêmes mecs. Pour le moment, ça l'est. Moi, je garde en mémoire les playoffs de la saison dernière, je garde en mémoire les confrontations de cette saison. Pour le moment, ça l'est. Et je crois que tu as raison, Embiid qui aime bien, qui a une grande bouche, qui aime bien parler, et on adore ça, pour moi perso, ça me plaît beaucoup. Je crois qu'il ne le fait pas avec Horford parce qu'il sait qu'à ce jeu-là, il va perdre. L'autre, c'est une éponge. Il ne fait rien, il ne ressort rien. C'est un mec très stable, très calme, qui a de l'expérience. Et je crois vraiment que voilà, il a un vrai avantage psychologique, notre ami Horford. Et je pense que si Embiid et les Sixers évitent les Celtics sur leur route des finales dont ils rêvent, ils vont pas s'en plaindre. Je vais dans les commentaires une petite question de AMVNF. Horford pendant 40 minutes. Qu'est-ce qu'ils envoient quand il est sur le banc? Après, tu sais, ils ont Baines pour envoyer un peu de viande. Tu peux tenter des choses. Il y a Marcus Morris qui mais après, c'est sur des séquences. Hein. Donc, ouais, moi, je pense que Morris, Daniel Theis, qui est pas. Au moins, ils ont des gens, contrairement aux Bucks. Ils ont du monde. Après, oui, effectivement, tu l'envoies pas 40 minutes Horford, mais sur le reste du temps, tu fais des choses, tu vas peut-être trapper. Tu sais, ce qu'on dit souvent, c'est que
Même si c'est un bon format de défense, une bonne tactique défensive, les mecs s'adaptent toujours. Donc c'est bien avec d'autres joueurs d'aller peut-être trapper pendant 2-3 minutes sur une fin de quart-temps, d'aller le presser haut, de le couper de la balle, de passer devant, d'aller doubler, d'obliger à casser un peu son rythme. C'est ça aussi qu'il faut faire quand ton défenseur ultime n'est pas sur le terrain. Absolument. Dernière équipe, ce sont les Toronto Raptors qui se sont aussi renforcés en fonction de Joel Embiid. Alors, ils ont lâché Jonas Valanciunas qui est très bon depuis du côté de Memphis. Mais lorsque tu as Marc Gasol, lorsque tu as Serge Ibaka aussi qui pourrait avoir ce profil pour aller embêter son compatriote africain dans la raquette, on peut se poser la question, est-ce que Toronto est assez armé pour aller défendre son Joel Embiid? Les plus armés pour moi, je vois une question dans le chat et je vais répondre, c'est une très bonne question, c'est les plus armés, Ibaka, Siakam, c'est le profil parfait pour... Gasol. Et Gasol, non mais vraiment, je vais sur Ibaka, Siakam qui sont pour moi des profils qui peuvent se sacrifier, clairement, physiquement. Ils peuvent Camerounais contre Camerounais déjà, entre Siakam et Embiid, mais je pense qu'ils ont vraiment ce côté, ils peuvent se relayer et se sacrifier sur Embiid. Et Marc Gasol, on n'oublie pas quand même, ça a été un défenseur de l'année, donc ça serait une défense peut-être un peu plus réfléchie, un peu plus à l'expérience, on se rapproche plus d'Al-Horford, mais pareil, qui peut lui causer des problèmes parce que physiquement, il a la caisse, le grand Marc. Absolument. Donc je pense que moi, les Raptors sont les plus armés pour offrir différents match-up à Joel Embiid et le sortir de son confort. Absolument. Je regarde vite fait, parce qu'on a fait le tour des 3 équipes potentielles. J'ai vu Indiana, est-ce que Turner, Sabonis sur Embiid, vous en pensez quoi? Turner c'est bien. Hein. Turner, c'est très très bien, même Sabonis, c'est très cool. On a vraiment du mal à mettre Indiana au même niveau. Quoi qu'il arrive, ouais, mais peut-être qu'on leur manque de respect, je sais pas. On verra en playoff. En tout cas, eux, ils continuent de gagner des matchs. Et pour l'instant, il me semble qu'ils vont tout droit vers un avantage du terrain au premier tour des playoffs. Mais quoi qu'il arrive, ça va être une vraie galère. Et je suis curieux de voir Embiid 1 an après ses premiers playoffs où il avait été plutôt bon contre Miami. Un peu décevant, notamment avec des pourcentages dégueulasses face à Boston et la défense d'Al-Horford. Je suis curieux de le revoir 1 an après parce que j'ai l'impression que ce mec-là a encore évolué dans le volume et dans le leadership, quoi. Absolument. Il y a une petite question là, de Durdilo Loïc qui dit il faut absolument lui faire des fautes. C'est pas une question, c'est une affirmation. Et c'est vrai que c'est important à souligner. Et on le disait pour LeBron dans les finales, il faut absolument attaquer les stars. Alors c'est un très bon défenseur, mais ça permet à la fois de le fatiguer, mais aussi de provoquer des fautes et donc qu'il soit sur le banc. Il saute beaucoup, mord beaucoup aux feintes. C'est vrai. C'est un contreur et qui mord beaucoup aux feintes. Donc c'est vrai que des fois, aller le jouer, aller le provoquer. Alors tu vas te faire peut-être contrer une fois ou deux, mais aller au contact, le faire sauter, aller le provoquer dans les fautes, ça le sort souvent de son match. C'est une très bonne réflexion de notre ami là sur le chat. Ouais, absolument. Il en reste 12 matchs à Philadelphie, Erwan. Il y a un match contre Boston jeudi. Un beau match, ils sont en back-to-back, nos amis de Philadelphie, Charlotte puis on Boston. aura un élément de réponse. On aura un élément de réponse. Et parmi les grosses affiches qu'il leur reste cette saison, il y a un beau match le 5 avril contre Milwaukee. Ce sera justement pour la lutte pour les premières places de la conférence Est. Pour rappel, ils partent de loin un peu, ils sont quand même à 7 matchs. Ils sont à 4 matchs de Toronto. Ouais, ils sont à 4 matchs de Toronto, qui est deuxième. 7 des Bucks. Et à 7 des Bucks, évidemment, ils vont pas les récupérer. Par contre, il y a Indiana qui est derrière. C'est important de rester avec cette 3e place. Ça nous donnera en tout cas une demi-finale de conférence entre Toronto et Philadelphie. Si les 2 équipes se qualifient, ce serait absolument cool. Toi, tu penses que c'est quelle équipe? Parce qu'on a fait le tour un petit peu. Tu penses quelle équipe est le mieux armée pour aller emmerder le père Embiid? Moi, ce qui m'embête, c'est que Boston ne fait pas une bonne saison régulière. Mais moi, j'ai toujours ce truc de dire que l'année dernière, on a vu vraiment un écart de maturité entre 2 équipes. J'ai du mal à croire qu'en une saison, c'est pu autant changer parce que Brett Brown, moi j'ai vraiment des doutes sur son coaching. Alors peut-être qu'il a évolué, on verra si... Hier, il fait des choses par exemple, tu vois, mais sur une série de playoffs, c'est là qu'on voit les plus grands. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont se comporter. Je pense vraiment que Boston a cette ascendance psychologique et que même si ils font une mauvaise saison régulière, si tu cliques à peu près lors du premier tour, tu arrives vraiment avec un vrai avantage lors du second tour. Tu crois vraiment que ça peut cliquer comme ça, même s'ils ont l'expérience? J'ai quand même dans le sport, il se passe des trucs. Avec Houston qui gagne en 8e position, gros, tout est possible. 7e. 7e, voilà, 7e position, c'est incroyable. 6 même. Ok, bon, en tout cas, sans l'avantage du terrain, si tu préfères. Mais ils étaient champions en titre. Ouais, mais justement. Mais la 2e année, elle est cata. Hein. Et ils avaient ramené Clyde Drexler qui avait amené un vrai plus. Maintenant, moi, je sais pas, ils sont tellement loin des espérances de début de saison. Ouais, mais leurs espoirs, ils sont en finale NBA, pas en saison régulière. Je voulais qu'on parle vite fait du coup de cette équipe de Philadelphie au global. Donc on l'a dit, ils sont à 7 victoires de la première place de la conférence Est. Et tu l'as dit jeudi, tu sens que c'est une équipe de coups. C'est une équipe de coups. Et c'est une équipe qui est faite surtout pour cette saison et pour rien d'autre. Pour l'instant, on verra après ce qui se passe cet été. Mais c'est vrai qu'avec les fins de contrat de Jimmy Butler et Tobias Harris, c'est une équipe qui... pour avoir un moyen, mais pour l'instant, leur mission, c'est début juin, c'est d'aller en finale NBA. Je crois que rajouter Tobias Harris qu'ils ont fait aux côtés de Jimmy Butler dans les ailes. Et puis surtout, j'ai l'impression que
tu vois, ça, ils ont trouvé enfin comment fonctionnait Jimmy Butler, comment lui fonctionnait aussi les Sixers. On n'entend plus trop parler de Jimmy Butler, on lui file les ballons en fin de match, ça lui va. Absolument. Il est dans un rôle de défenseur. Moi, je crois que c'est vraiment l'équipe la plus complète, la moins expérimentée, paradoxalement, mais la plus complète, peut-être. Absolument. Et jeudi, on parlait justement de si le match est serré, on donne avantage à Philadelphie parce que Jimmy Butler est dans l'équipe de Philadelphie. Mais hier, ça s'est encore vérifié. Il a été impérial dans le 4e quart-temps. Des step back à gauche, des TG à 3 points. C'est vraiment dans la gueule du mec. Tu lui files la balle, tu lui dis allez, quart de terrain, vas-y, régale-nous. Il finit à 27 points, 6 rebonds, 3 passes, 8 sur 16 au tir. Mais surtout, un 4e quart-temps de boss, j'ai envie de te dire. Alors, Joel Embiid met le 3 points pour la gagne, j'ai envie de te dire. Mais Jimmy Butler va être important à ce moment-là. Et c'est avec, j'ai envie de dire, avec Kyrie et Kawhi, les 3 joueurs qui peuvent vraiment faire la bascule dans les fins de match. Non, mais pour moi, ils ont tout en magasin. Il leur manque peut-être un peu de vécu collectif. Butler est arrivé novembre, il me semble. Bah, regarde, Tobias Harris est tous arrivé. les mecs qui sont arrivés, regarde, chez l'effectif d'hier. Donc il y avait Ben Simmons, Joel Embiid et TJ McConnell qui étaient là, et JJ Redick. Tobias Harris, Jimmy Butler, Mike Scott, James Ennis, Marjanovic. Pour ceux qui ont joué hier. Ouais, mais la moitié de l'équipe. Alors pareil, c'est pas mal de remaniements pendant la saison, mais j'ai l'impression que les mecs, ça match rapidement. Et surtout, ils se sont mis un vrai banc. Sérieux, Marjanovic est dans un bon rôle. Mike Scott amène des bonnes choses en sortie de banc, comme il a fait quasiment partout où il est passé. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, ils se sont tous dit les gars, on a 4 mois à donner. Et je crois qu'en allant gagner hier à Milwaukee, ils se sont tous regardés. J'imagine, ils se sont dit on peut le faire cette année. Et ça, je crois que. Place, ouais. Et c'est pas les genres à se dire cette année, on va attendre. Je crois que c'est vraiment des mecs qui ont une dalle assez incroyable. Absolument. On va dans vos commentaires, vous nous dites, pour vous, qui est le concurrent le plus sérieux de Philadelphie pour les playoffs. On est très curieux, on va regarder vos commentaires. Pour moi, ils sont 3. Pour toi, c'est-à-dire. Attends, mais... t'enlèves Boston carrément. Non, mais ils sont 3. Ils Ils sont 4 de même niveau. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on a fait ces petites questions juste après la trade deadline, est-ce que pour toi ça a changé? Moi j'avais dit Milwaukee en premier. Est-ce qu'aujourd'hui. Moi je dis Toronto parce que pour des raisons, parce qu'il y a Kawhi Leonard, parce qu'on oublie trop que le seul champion NBA de la bande de ces 4 équipes-là, c'est Kawhi Leonard, qui a été MVP, Kyrie Irving aussi. Ouais. Mais là. Ah oui, bah, quel point. Bonne réflexion. Et puis donc, pour moi, Kawhi Leonard, c'est bien coaché Toronto. Et puis je te dis, ils ont ce trio d'intérieur pour aller contrecarrer Joel Embiid. Donc moi, je reste sur Toronto, mais ça fait des mois que c'est le cas. Quoi, voilà. Et bon courage pour stopper Eric Bledsoe. Je vois dans les commentaires, Eric Bledsoe fait une très très belle saison. Ouais. Ils sont beaucoup à parler de Toronto dans les commentaires. Et il y a Kiwitos qui nous dit évidemment les Knicks. Les Knicks qui hier ont battu la superbe équipe de LeBron James des Los Angeles Lakers avec un contre de Mario Hezonja à la dernière seconde. Je pense qu'on aura tout vu cette saison chez les Lakers. Quelle tristesse. Bon, pas pour toi. On pense à la KNF d'ailleurs qui s'était réunie hier dans un bar. Ils nous avait invités, mais vous pouvez imaginer que hier je faisais autre chose. Sinon, on serait bienvenu pour voir ce magnifique duel entre les plus belles franchises de tous les temps, Knicks Lakers. C'est donc cette fin du match qui me fout un peu le seum. Bref, voilà, on a fait le tour, Erwan. Alors, je vois Danny Green champion, oui, mais bien sûr, mais je parlais des mecs qui ont eu des rôles importants. Ah, Danny Green champion. Ah, Danny Green champion, il a eu un vrai rôle. Hein. Ah ouais, vrai rôle. Il y a Wolfos qui nous dit j'ai lâché la NBA depuis longtemps, j'entends des noms inconnus au bataillon. Ah bah, faut s'y remettre. Faut s'y remettre. Il y a la First Team pour ça, je t'en prie, va t'abonner, mon ami. Exactement. Bref, on a fait le tour de cette petite équipe de Philadelphie. On se retrouve d'ici les playoffs, je pense, dans une émission radio pour parler des vrais favoris de la conférence Est. Encore et encore, ça va être très très intéressant. C'est l'heure de passer à notre deuxième sujet, celui du 5 majeur de la saison.